Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette capsule vidéo, cette interview. Je suis Jenna Blossoms et je suis aujourd'hui avec Arnaud Rioux. Arnaud, bienvenue, bonjour. Bonjour Jenna. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de différents sujets qui me tiennent à cœur, qui te tiennent aussi à cœur. Arnaud, toi tu es coach, tu es auteur de nombreux livres, tu es conférencier, tu es formateur, tu es aussi chaman reconnu. Beaucoup de cordes à ton arc. Ça fait plus de 20 ans que tu parcours le monde, que tu rencontres des lamas, des hommes médecine, des chamans aussi du monde entier qui t'ont initié, qui t'ont transmis des enseignements. Et en étant avec toi aujourd'hui, j'avais envie de commencer par te poser cette question. Quel message as-tu reçu partout de ces hommes qui contiennent encore, qui sont encore les réceptacles de ces sagesses ancestrales, et quels sont les messages que tu reçois régulièrement et qui continuent de te toucher partout dans le monde? Je crois que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de messages et il y a un peu deux types de messages. Il y a les messages qu'on reçoit qui sont officiels, ce n'est pas les plus nombreux. Et puis les autres messages, c'est d'observer les gens vivre dans leur environnement. Et comme j'ai eu la chance de passer beaucoup d'années avec les sages, avec les chamans, avec les lamas, j'ai surtout pu les voir vivre dans leur environnement, que ce soit au Tibet, en Mongolie. Et le premier message, c'est un message de respect. Les sages sont toujours en lien avec l'environnement, considèrent que la terre est vivante, que ce soit le peuple minéral, le peuple végétal, que ce soit les rivières, que ce soit... Ça, c'est vraiment un fil conducteur que j'ai trouvé partout où j'ai voyagé, c'est que les sages des peuples premiers considèrent que chaque environnement est vivant et donc vont avoir la même relation, le même respect avec une rivière, avec un fleuve, avec un animal, qu'avec un être humain ou qu'avec un esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, qui nous invite à nous interroger et à nous rappeler que tout l'environnement est vivant. C'est très beau et c'est une question aussi que j'allais te poser. Comment nous, dans notre société bien terre à terre, matérielle, occidentale, dans nos jobs de tous les jours et notre vie routinière, comment est-ce qu'on peut intégrer finalement les messages que tu partages dans tes livres ou dans tes formations de ces sagesses ancestrales? Je sais que tu as un livre qui traite de ce sujet-là, Les Nouveaux Sages, où tu fais Ouais. justement le pont entre ces sagesses, entre ces messages et notre vie actuelle bien moderne. C'est vraiment ma mission, ma vibration, que de faire le lien à la fois entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne, ou de faire le lien entre nous-mêmes, toutes les différentes facettes de nous. Et l'impression que j'ai, c'est que on est souvent en souffrance quand on est séparé de nous-mêmes, ou quand on vit de façon cloisonnée. Il y a d'un côté l'éducation des enfants, il y a de l'autre côté l'alimentation, il y a la spiritualité, alors on va méditer, on va aller à l'église ou au temple, ou on va s'intéresser au développement personnel, il y a les relations, il y a la santé, et souvent les ponts ne sont pas établis entre les uns et les autres. Donc on est en mauvaise santé, mais on va peut-être faire le lien avec l'alimentation, on ne va pas forcément faire le lien avec le lieu de vie par exemple, et peut-être on vit sur un lieu énergétiquement pathogène. Ou alors on est en mauvaise santé, on ne va pas faire le lien avec le fait que nos ancêtres ont eu ces mêmes maladies il y a 3 ou 4 ou 5 générations. Où on est en mauvaise santé, mais on ne va pas faire le lien avec la relation qu'on peut avoir qui est toxique avec notre partenaire, ou etc. Et ce que font les sages, c'est de rassembler et de prendre de la hauteur. Le chaman, c'est celui qui prend de la hauteur. On l'appelle le maître du chaos parce que dans ce chaos, il trouve l'harmonie, il trouve un équilibre. Et là où ça va nous sembler à nous chaotique, à lui, ça va lui sembler harmonieux. Et il y aura toujours une raison dans la cause ou effet qui fait que si on a une maladie, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose qui nous arrive, il y a toujours un lien. Quand on regarde les étoiles la nuit, on peut regarder, mais c'est très cohérent, tout est très cohérent. Si celle-ci est éclairée, c'est parce que celle-ci est à sa place, c'est parce que... Donc tout est très cohérent. Et à notre niveau aussi, quand on prend le recul, quand on prend ce discernement ou quand on développe cette sagesse, on se rend compte que tout est lié. Et à ce moment-là, on va faire le lien entre la médecine, l'éducation des enfants, et là, la vie devient passionnante. La vie, elle est triste et sans sens quand on regarde, quand on sépare, mais quand on commence à réunir tout ça, on se dit waouh, l'influence de telle étoile va influencer sur les plantes de mon jardin, mais va influencer sur notre relation. Là, à ce moment-là, la vie est passionnante.
Si je comprends bien, en fait, c'est cette vision holistique Ouais. qui nous est invitée à remettre en fait dans notre vie et à prendre de la hauteur, retrouver aussi ce sens de la verticalité qu'on a C'est ça. perdu avec le temps, à uniquement voir autour de nous, à ranger les choses dans des cases. Finalement, c'est un peu comme si on passait d'un monde qui est très mental, qui est très binaire, qui est très compartimenté, où finalement on se base uniquement sur nos cinq sens et sur cette vision très, très matérialiste, presque cartésienne du monde, l'homme-machine, la mécanique, etc., à une vision du monde qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus entière, holistique, encore une fois, où on est dans un système, on est tous liés les uns aux autres et tout d'un coup, on remet aussi ce sens qu'on est un, en fait. Hein, C'est des mots qu'on a inventés récemment, ou qu'on met à la mode récemment, le terme holistique ou le terme systémique. C'est des mots dont les entreprises ou les nouveaux thérapeutes souvent s'approprient en se disant on fait une médecine holistique, mais la médecine par essence elle est holistique. Si jamais tu t'écrases le bout du pied, si tu sens la douleur, c'est parce que ça va passer par le cerveau, c'est parce que ça va passer par la peau, c'est parce que ça va passer par les nerfs, et tous ces organes sont en lien les uns avec les autres. Et si le foie est malade, il y a obligatoirement à un endroit plus ou moins visible, plus ou moins important, un impact sur l'estomac, sur la glande pinéale, sur les nerfs et sur la rate et sur le foie. Donc tous les organes sont en lien et tous les êtres humains sur la Terre sont en lien. Dans la forêt, si un arbre est malade, tous les arbres vont compenser ou contribuer à leur guérison ou vont s'en détacher. Donc il y a toujours un lien. Et nous, cette notion séparée, elle date de quand elle date. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire, bien sûr. Il y a eu Descartes, je pense, donc je suis, l'homme est séparé de la nature, l'homme doit observer la nature. Et là, c'est peut-être un moment où on s'est coupé de cette nature. Si les peuples premiers ont gardé ce regard à la nature, c'est qu'ils restent en contact avec la terre. Nos ancêtres, quand on vit dans la forêt, on est obligatoirement très attentif au moindre changement de température, aux moindres fréquences du vent, au moindre changement d'odeur. Donc on va naturellement être holistique et naturellement être systémique. Et quand on est proche de la nature, on est systémique. Si on regarde par exemple notre relation à l'écologie, chez moi, je m'occupe de permaculture, obligatoirement, je vais voir l'influence de chaque chose en regardant mon jardin. Et puis si jamais, par exemple, moi je ne mets aucune chimie, mais si je mets de la chimie, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une affectation des vers de terre. Aujourd'hui, on sait qu'on a perdu 90% des vers de terre en 40 ans. Donc il va y avoir une affectation des vers de terre. S'il y a une affectation des vers de terre, il y aura moins d'oiseaux. S'il y a moins d'oiseaux, il y aura... Donc toute la faune et la flore sont naturellement liées et on fait nous partie de cette nature. C'est pour ça que obligatoirement l'écologie et le respect de l'environnement et le lien spirituel avec l'environnement ont obligatoirement un lien. Si je considère que ces arbres, par exemple, ne sont que des usines à bois, je vais être coupé de cet environnement et je vais me mettre moi au centre de l'environnement. Donc si je suis au centre, si je considère être au centre de l'environnement, ce qui est juste une croyance, il y a 100 000 espèces sur la Terre, l'homme est l'une de ces 100 000 espèces animales, et si je considère que je suis au centre, je vais tout classer à partir de là. Donc il va y avoir les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux d'élevage, à partir de moi. Il va y avoir les végétaux utiles, les végétaux exotiques, les végétaux nuisibles, à partir de moi. Mais ça, c'est absolument pas une réalité tangible qui tient la route aux yeux du chercheur spirituel. Oui, c'est très beau ce que tu dis et ça me touche beaucoup parce que finalement, ce que j'en retiens, c'est que notre vie, c'est un grand tout qui est vivant, qui n'est jamais compartimenté, jamais segmenté et qu'il s'agit de voir comme justement une entité à part entière. Et en faisant ça, on se replace aussi soit dans cette entité plus grande qu'est la vie, qu'est la nature, qu'est l'univers en fait tout entier. Et du coup, il n'y a plus de séparation nulle part. Et quand on adopte cette posture-là, tout change. On n'est plus séparés les uns des autres, on va prendre soin de l'autre. Dans notre société, c'est très drôle, on appelle les peuples primitifs, souvent avec un côté très
très péjoratif, comme si eux étaient primitifs et nous, on soit plus, je pense aux aborigènes, je pense, mais j'étais en Mongolie il y a quelques mois, quand on va dans les steppes en Mongolie et qu'on voit les enfants qui jouent avec rien, qui sont dans un équilibre, dans une harmonie, simplement par la qualité du lien qu'ils vont réussir à établir entre eux, je crois que nous, on aurait on a beaucoup à apprendre parce que justement, s'il y a autant de misère dans l'éducation, autant de violence, autant d'incompréhension, c'est toujours qu'il y a une séparation. On va se séparer des personnes malades dont on ne sait pas quoi faire, on va se séparer des fous, on va se séparer des anciens parce qu'ils prennent de la place, on va se séparer des enfants parce qu'ils font du bruit, ils sont inutiles, et on vit dans un monde séparé, les hommes et les femmes, les actifs et les inactifs, et dans les actifs on va encore séparer le monde du primaire, du secondaire et du tertiaire, on passe notre temps à séparer en fait, mais un monde qui est séparé, c'est un monde qui est malade, un monde qui est en pleine santé inclut obligatoirement la totalité de ses composantes. C'est extrêmement inspirant et ça pose aussi un regard différent sur notre mode de fonctionnement et à la fois sans exclure parce qu'on en fait tous partie et c'est nous en changeant aussi notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde, notre rapport au travail, notre rapport à la santé, etc. qu'on est en train de mettre en place tout ça. Et je voulais revenir aussi sur un de tes livres qui a été ton succès fou en librairie, Réveiller le chaman qui est en vous, que peut-être certains d'entre vous ont lu ou ont entendu parler, j'en suis persuadée. Et je trouve que le succès de ce livre témoigne finalement de cette volonté, de cette appétence de la part de la société, de retrouver ce sens, de retrouver ce sentiment d'inclusion qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on a envie, besoin terriblement de réveiller parce que ça fait tellement du bien, ça fait tellement sens, pas sur un plan du plaisir ou simplement ça fait du bien intellectuellement de parler de tout ça, c'est quelque chose qui vient résonner au plus profond de nous-mêmes finalement. Mais quand j'ai écrit ce livre, et puis c'est vrai qu'il a connu un vrai succès de librairie, et merci à tous ceux qui l'ont laissé résonner dans leur cœur, parce que ça correspondait vraiment à un appel, mais quand j'ai écrit ce livre, ça a été une vraie prise de risque au départ, parce que d'une part, parce que je n'étais pas officiellement chaman, je sentais un lien très fort avec le chamanisme, je me sentais inspiré, appelé, connecté avec le chamanisme, parce que je fréquentais les chamans depuis des années, et puis j'ai évoqué le chamanisme sans être couvert de plumes, sans vivre en forêt, et donc c'est un occidental, pas vraiment urbain parce que je vis à la campagne, mais un occidental moderne qui intervient dans les entreprises, qui parle de chamanisme. Et ça a interpellé. Après, où justement le monde est tellement plein de surprises, c'est quand j'ai été reconnu quelques années après par les Mongols, que eux ont reconnu ma lignée, qui m'ont reconnu comme chaman, d'un seul coup, ça a montré qu'il y a en nous une part de nous qui sait et qui a envie d'être reliée. Et donc ce livre était vraiment un appel, et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je voulais parler de chamanisme en parlant simplement. Et je sais que j'ai pris des risques. J'ai été un peu critiqué par certains moments parce qu'on se disait mais le chamanisme ça doit être secret, ça doit... et moi ça serait encore une façon de séparer d'un côté le chamanisme, d'autre côté de la science. Non, on peut explorer, s'intéresser au chamanisme avec un regard très pragmatique et avec un regard scientifique. Moi je travaille avec des scientifiques et des chamans, on cherche les liens pour comprendre la nature de l'esprit, sinon on fait encore partie d'un vieux monde qui sépare avec le chamanisme ésotérique ou le chamanisme de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, etc. et le monde moderne. Mais nous avons nos racines avec les Celtes, avec les druides, on est complètement en lien avec ce chamanisme. Et je crois qu'en tout cas, moi, c'était ma mission à l'époque d'établir les liens entre, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Réveiller le chaman qui est en nous », pas pour idolâtrer un chaman qu'on va poser sur un piédestal sous prétexte que, et nous se considérer comme coupés de la spiritualité. C'est encore une coupure. Non, il y a en chacun de nous une essence de chaman. Alors quand je dis ça, je précise toujours, ça ne veut pas dire qu'on est tous chamans, mais
en essence, on peut tous s'y intéresser. C'est comme la cuisine. Moi, j'ai appelé ce livre Réveiller le chaman qui est en vous pour nous inviter à nous intéresser au chamanisme, mais je nous invite à nous intéresser à l'alimentation sans être naturopathe ou nutritionniste. Et donc se dire quelle nourriture me fait du bien. Moi, je ne suis pas naturopathe ni nutritionniste, mais je sais quelle nourriture me fait du bien. Voilà, donc je suis autonome dans la façon de consommer la nourriture. Ça fait 25 ans que je n'ai pas vu un médecin, je suis en bonne santé parce que je suis curieux. Voilà, je suis pas... et on peut s'intéresser à la politique sans être un énarque ou un député ou un sénateur. On peut s'intéresser un peu à l'économie sans être un financier. On peut s'intéresser... Voilà, et ensuite on devient un expert. On peut s'intéresser à la musique sans avoir fait 4 ans de conservatoire. Voilà, et le tout c'est d'avoir cette curiosité-là pour se réapproprier notre pouvoir. Parce que si on n'a pas notre pouvoir, on le confie à d'autres, à des chamans, à des guides, à des gourous, à des médecins, à des enseignants qui vont nous dire c'est comme ça et pas autrement. Moi j'enseigne aux gens à être libres et la meilleure façon d'être libre c'est de reprendre notre libre arbitre et notre propre pouvoir. Et oui, finalement, de revenir à notre autonomie, à notre capacité de prendre nos propres décisions pour nous. Et on n'est plus dans ce monde où c'est un petit groupe d'initiés finalement qui contient toute la connaissance, l'expertise et qui nous la donne s'ils ont décidé qu'on méritait de la recevoir. On a maintenant, même si j'imagine que l'importance d'avoir des maîtres, d'avoir des enseignants est extrêmement importante, on a aussi cette prise de conscience-là en tant que société et qu'humanité. Et je crois qu'Internet est aussi un bon vecteur de ça, pour ses bons aspects, où on est capable d'avoir accès à une très grande source d'informations et à laisser libre cours à nos curiosités et à nos envies d'apprendre, de trouver l'information là où on a envie d'aller la chercher. C'est ça, on dit souvent que la France est le pays de la liberté ou le pays des libertés. On se dit quelle chance vous avez, vous êtes libre. Mais on est libre si on décide de l'être intérieurement. Ce n'est pas un gouvernement qui va nous dire qu'on est libre. Nelson Mandela, après les 17 ou 27 ans qu'il a passé en prison, est resté un être libre. Pourquoi? Parce qu'il a dompté son esprit à ne pas être prisonnier sous le joug de ces geôliers. Nous, de la même façon, on va être libre parce qu'on va développer le discernement, parce qu'on ne va pas tout prendre comme content, parce qu'on nous dit ça, et on va se dire amen à tout. Non, on va être curieux, on va s'interroger pour réellement revenir à la source. Et c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour l'éducation. Tous les thèmes, je crois qu'on est libre à partir du moment où on peut faire confiance en notre sagesse intérieure, en la partie de nous qui sait. Si je regarde, tous les arbres de la nature sont libres parce qu'ils savent exactement quelle alimentation est bonne pour eux. Les animaux sont libres parce qu'ils savent exactement reconnaître qui est dangereux pour eux et comment s'associer, comment, etc. Et je crois qu'un être humain, il est libre, pas parce qu'il vit dans un pays dit démocratique, il est libre parce qu'il sait trouver en lui la partie de lui qui sait et la partie de lui qui est le maître. Et s'il n'est pas ça, s'il n'est pas ça, à ce moment-là, il est manipulable par un gouvernement, par un système, par un pouvoir. Et je crois que plutôt que de descendre dans la rue, même si c'est nécessaire à un moment donné, on peut vraiment descendre dans notre temple et rendre hommage au maître en nous pour être vraiment l'acteur de notre vie. Tout simplement. Tout simplement. C'est très inspirant et à la fois ça fait écho aussi au message que tu essayes de transmettre depuis tant d'années, revenir à soi, devenir l'acteur de sa vie, ne plus vivre passivement, ne plus laisser les autres prendre des décisions pour nous, mais revenir finalement à notre plein pouvoir, notre capacité à être nous-mêmes dans ce monde, à devenir quelqu'un d'actif, quelqu'un de présent. Tu as notamment l'Académie de l'Acte que tu transmets à la fois par des formations. Maintenant, tu as aussi créé cette académie en ligne. Je vous inviterai à aller voir pour toutes les personnes qui sont intéressées. Je mettrai le lien en dessous. Tu pourras peut-être nous en toucher deux mots. J'ai créé ça parce que ça fait 25 ans, à peu près, presque 30 ans que j'anime des stages et que maintenant, non seulement mon calendrier maintenant est plein un an à l'avance et puis que l'avantage de travailler en ligne, mais tu en sais quelque chose, c'est de pouvoir contacter aussi bien des gens qui sont à Montréal
Montréal, qu'à Bruxelles, qu'à Genève, à Toulouse, au Maroc, etc. Et donc de pouvoir, j'ai intégré tous les enseignements que je transmets depuis 25 ans, qui concernent le libre arbitre, qui concernent l'intuition, la prémonition, le courage, l'estime de soi, la confiance en soi. Et tous ces thèmes, je les ai vraiment regroupés dans une académie qui est en ligne, qui s'appelle l'Académie de l'acte, parce qu'il n'y a pas de théorie sans passage à l'acte et qu'il y a vraiment besoin d'un passage en l'acte. Et là, effectivement, cette académie, elle est disponible et vous êtes bienvenus. Je vous accompagne maintenant sur cette académie. Ouais, je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Je voulais revenir peut-être pour terminer cette entrevue avec toi sur un sujet que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, et c'est une question que j'aime bien poser aux gens que je reçois ici sur ton processus de création. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Tout à l'heure, tu parlais d'un appel à parler du sujet du chamanisme lorsque tu as écrit le livre Réveiller le chaman qui est en vous. La création, c'est toujours un moment très particulier de réception, d'écoute intérieure, de passage à l'action. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu choisis les sujets sur lesquels tu travailles, les projets? Comment est-ce que tu les reçois? Il y a cette phrase que j'aime tant qui dit un artiste, c'est un enfant qui a survécu. On pourrait dire la même chose du chaman, c'est un enfant qui a survécu. Et l'enfant, quand il crée parce que c'est sa nature. Donc, il prend de la peinture, je dis ça, puis il y a un enfant qui est en train de jouer dans le parc où on est, en train de faire quelque chose avec sa pelle. Spontanément, c'est sa nature de jouer. Et le jeu fait partie de la création. Donc le jeu, et ce qui va avec le jeu, c'est le chant, c'est le dessin, c'est l'écriture, c'est la parole. On passe notre temps à jouer et à inventer. Et puis à un moment donné, souvent influencé par les parents, on va créer pour obtenir un résultat. Et donc on n'est déjà plus dans la création, parce que la création, elle est libre de tout enjeu et libre de toute création, de tout résultat au contraire. Moi je crée toujours par plaisir, je crée parce que ça me fait du bien, parce que ça m'amuse, parce que ça m'inspire, donc j'ai pas de plan de carrière. J'ai commencé ma vie en faisant du théâtre à 17 ans, et puis de théâtre j'ai fait de la mise en scène, parce que j'avais envie de voir ce qui se passait sur tous les côtés de la scène, et puis j'ai voulu diriger mon théâtre, puis j'ai eu ma compagnie, puis j'ai ouvert une école pour les acteurs, puis de fil en aiguille, ça m'a amusé de sortir le théâtre de la rue, donc j'ai fait des événements, des events comme on dit, puis après je me suis dit mais on peut être acteur de notre vie, j'ai créé des stages, j'ai ouvert une école de coaching, j'ai formé des coachs, puis j'ai écrit un livre pour m'amuser, ça a marché, donc j'en ai écrit un deuxième, et puis je prépare mon 14e. Tout ça, c'est un grand jeu. J'ai créé l'Académie de l'acte parce que je me suis dit on va s'amuser un peu aujourd'hui avec Internet. Je crois que tout ça, c'est un grand jeu. Et moins on se prend au sérieux, je tourne un film en ce moment sur les chamans, je tourne ça. Si je me prenais au sérieux pour tourner ce film, jamais je me serais rendu compte que c'est trop sérieux, trop compliqué, etc. Donc je le fais comme un jeu. Et je crois que mon processus de création, c'est le jeu. Je ne prends rien au sérieux, et plus je m'amuse, mieux ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez retenir, c'est plus vous vous amusez. Des fois, ça peut sembler fou, parce que maintenant j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, mais des fois je dis ok, on va faire ça, me dire t'es vraiment sérieux? Non, je ne suis pas sérieux, mais on va le faire quand même, parce que plus c'est fou et mieux ça marche. Et il se trouve, et ça marche comme ça avec les guides, ça marche comme ça avec l'intuition, plus c'est grand, mieux ça fonctionne. Ouais, c'est ça, toujours écouter finalement son appel du cœur, et c'est très beau en plus dans ton parcours et dans ton témoignage de voir comme quand on regarde en arrière, finalement c'est comme les pièces d'un puzzle, tout s'imbrique avec une magnifique logique que soi-même on n'aurait jamais pu planifier avec notre mental beaucoup trop limité, beaucoup trop terre à terre, et de voir qu'il y a un fil conducteur, toujours une même énergie, des valeurs qui se retrouvent à chaque fois dans toutes les choses que tu as faites. Et effectivement, lorsque toi tu t'amuses, les gens en face s'amusent, et il y a comme ça une cohérence, il y a une dynamique, une danse qui se crée avec les gens. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a chacun notre histoire qui est unique, et ce qu'on a besoin, c'est de créer, de mettre de la conscience sur cette histoire pour en faire une œuvre d'art. Dernièrement, il y a un ancien chef d'entreprise qui s'ennuyait dans son codir, qui m'a écrit une lettre pour me dire j'avais deux passions, c'était les voitures de collection et puis d'accueillir les gens chez moi. J'ai ouvert une maison d'hôtes
où j'ai acheté quelques voitures de collection. Les gens viennent dormir chez moi, prennent leur voiture pour aller faire un tour et c'est un business qui marche très bien. Et on a tous des passions comme ça, mais souvent on veut faire un métier alimentaire très ennuyeux, très chiant, et puis on a une passion. Moi, quand j'ai commencé le théâtre, tout le monde me disait mais tu devrais faire un métier alimentaire. J'ai jamais voulu faire un métier alimentaire parce qu'un métier alimentaire, c'est un métier qui nous nourrit et ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vibrer. Ouais, c'est très beau. Et donc, le message que j'ai envie de partager aussi à travers ton histoire, à travers ton témoignage, ton message, c'est finalement de s'écouter, de s'amuser, de ne pas avoir peur, hein, d'avoir le courage de sortir un peu des boîtes et des choses toutes faites. Et moi, je parle souvent de mission de vie. Hein, mon premier livre est sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on trouve sa mission de vie finalement. Simplement en étant soi-même, en s'amusant et en osant sortir un peu des sentiers battus et des peurs que peut-être les gens projettent sur nous. Comme disait Saint-Augustin, aime et fais ce qu'il te plaît. Voilà, c'est un bon mantra à se répéter pour oser et avancer dans la vie. Arnaud, je te remercie pour ce moment avec toi. Ça a été très riche et peut-être tu peux partager avec nous ton actualité. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver le mieux, c'est d'aller regarder sur mon site qui porte mon nom, arnaudriou.com, et c'est là que vous trouverez mes livres, que vous trouverez mes stages, l'académie en ligne, et puis à peu près tout ça porte mon nom, c'est facile à trouver. Super. Eh ben, je vous invite à aller donc sur le site d'Arnaud, à découvrir le documentaire sur lequel il est en train de travailler. Tu as aussi ton roman qui vient de sortir, qui est aussi, tout est sur ton site, l'Académie de l'acte en ligne si vous êtes intéressé. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Avec à très plaisir. bientôt et à bientôt à vous pour une prochaine vidéo ou une prochaine interview.